toutes et à tous et bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition très spéciale puisqu'il y a quelques jours, on a fêté l'anniversaire de l'ouverture de notre chaîne Twitch. Donc autour de moi, on retrouve les habitués de l'émission. Benoît Roy, le président de l'université. Bonjour Benoît. Bonjour Yannick. Alors comment ça va aujourd'hui? Ça va à peu près. Ça va à peu près, donc vous voyez, je garde le masque juste par précaution et j'en profite puisque tu me donnes la parole tout de suite pour sensibiliser nos auditeurs, les étudiants et le personnel à ce que voilà, l'épidémie n'est pas terminée et faites attention, prenez précaution, regardez les gestes barrières. Si vous souhaitez le mettre, le masque, mettez-le. Il n'y aura pas de discrimination pour ceux qui le mettent ou ceux qui ne le mettent pas. Regardez les actualités, ça évolue, donc il faut continuer à se protéger les uns pour les autres et les uns avec les autres. Merci beaucoup pour ce message plein de prévention et très important. C'est vrai, en ce moment, on ne parle plus trop de ça, mais l'épidémie est toujours présente. Et donc à ma droite, Nicolas Leroy, vice-président administration, finances et relations internationales de l'Université de Nîmes et présentateur de Le Roi de l'Histoire. Bonjour Nicolas. Bonjour Yannick. Comment ça va? Ça va, j'ai l'impression que j'ai quitté Twitch. C'est vrai, alors on a effectivement en ce moment une énorme programmation, puisqu'on a, je crois, 5 lives cette semaine, Ouais. et donc il y avait Le Roi de l'Histoire hier soir. Qu'on recommande très chaudement parce que c'était sur l'histoire des présidentielles. Alors, très instructif. J'ai réussi à suivre quasiment tout le long. Vous connaissez des gens dont je parle? Ouais, alors moi, par contre, je suis très déçu parce qu'on a eu très peu d'informations sur Félix Faure, alors qu'il y a des choses à dire. Donc, oui. Mais bon, Vous voulez être au César, il ne fut que pompé. C'est ça. Bon. C'est de Clémenceau. D'accord, mais il faut peut-être préciser, effectivement, je ne sais pas comment on va faire pour la suite. On va demander un point final. Très bien. Un petit peu de sérieux. Donc merci beaucoup Nicolas pour tous ces éléments et donc on vous recommande chaudement cette émission d'hier qui est en replay directement sur la chaîne. Donc c'est l'anniversaire, je vous propose de commencer cette émission par un petit récap rétrospective de ce qui s'est passé sur notre chaîne Twitch dans le courant de toute l'année qui vient de passer. Donc c'est maintenant le récap. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes dans sa première édition. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve donc pour notre première émission. Et bonjour à tous et bienvenue sur la web TV de l'Université de Nîmes pour cette première édition des chercheurs décryptent l'actu qui portera sur les fake news. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, c'est la 9e déjà de cette deuxième saison. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce live des vendredis de la recherche. Un nouvel outil, je vous propose une petite vue de l'université. Magnifique. En arrière-plan. Voilà, une fenêtre. C'est exactement placé à cet endroit qui est la bibliothèque. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire, elle est là. Si on ouvrait le mur, c'est ce qu'on verrait. C'est exactement ça, oui. Et ça, c'est en refroidissant. Le vôtre, il va pas avoir cette consistance, il va être un peu plus liquide. Salah, la frappe et le but. Ouverture du score. Le chat, pas par rapport à la chronique, mais le QR code que vous voyez en haut à droite de votre écran, c'est le QR code pour télécharger l'application Unime Campus, qui est la nouvelle application de l'université. Donc en fait, c'est une application qui va regrouper... Oui, il est là-haut, tu le vois normalement.
C'est 5 JO, alors c'est un peu bateau la question, mais on a tendance à te poser la question. Voilà. Bon ? Non. Ah merde. Alors, le thème, c'est donc un thème quiz de Noël pour la deuxième partie. Pour la deuxième. Pourquoi avoir choisi Nîmes ? Qui ne connaît pas Nîmes ? Une ville du sud de la France avec 300 jours de soleil. Là en ce moment on a l'impression que c'est plus de la pluie, mais bon, c'est quand même plutôt du soleil, il fait beau, il fait chaud. Je suis un grand amateur d'histoire, et puis bon, c'est une ville chargée d'histoire. Je continue à vous répondre ou... Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à Tom pour le montage, le dérochage et tout le travail que ça a compris. Bon, Tom nous rejoindra sur le plateau tout à l'heure. On va finir notre tour de table. Donc on retrouve aussi aujourd'hui présent avec nous sur le plateau donc Zachary Charmin qui sera notre invité étudiant et qui est président de l'ASSO Master Droit Public. Bonjour Zachary. Bonjour à tous. Ça va ? Plein de projets en ce moment ? Beaucoup de projets. Bon, on va finir le tour de table et on revient là-dessus. Pierre Foissé, notre habitué aussi, donc, qui aura sa rubrique L'Estudiantin tout à l'heure. Salut Pierre. Salut Denis, salut à tous. Et Iselis Pernaud, notre chroniqueuse culturelle qui est présente avec nous aussi pour cette émission. Ça va Iselis ? Bonjour Yannick, bonjour à tout le monde. Et oui, j'ai quelques petites avant-premières sur les événements culturels à venir à l'université. Bah, super, merci. Donc on va passer tout de suite à notre invité étudiant. Donc Zachary Charmin, donc l'ASSO, on a souhaité vous inviter parce que deux raisons. L'ASSO Master Droit Public a beaucoup d'actualité et vous étiez sur la première aussi de la chaîne Twitch, donc ça faisait un petit rappel pour fêter l'anniversaire. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être les principaux événements qui arrivent là, qui sont animés par cet asso? Il y a beaucoup d'événements. Déjà merci pour cette invitation. C'est vrai que j'étais venu pour la première l'année dernière. Donc voilà, je représente l'association de Master Droit Public. Donc il y a 18 membres actifs. C'est devenu une très grosse association de l'université de Nîmes. On a énormément d'événements sur plusieurs volets. On a un volet professionnel. Donc ce soir par exemple à l'université de Nîmes, on organise une rencontre pro. Donc on a des directeurs d'administration qui vont venir échanger avec les étudiants, parler de leur métier. On aura ensuite les juristes et puis les magistrats dans 4 semaines. Donc voilà, toutes les 2 semaines, on organise une rencontre professionnelle. On organisera aussi à la fin de l'année une rencontre avec les anciens étudiants, les enseignants et les professionnels du droit. Donc comme on avait fait l'année dernière, vous avez pu venir d'ailleurs à cette belle soirée. On va faire des interventions auprès des avocats et des DGS des collectivités territoriales pour leur présenter le master droit public et notamment le passage en alternance. L'année dernière, on a beaucoup d'étudiants qui voulaient aller en collectivité, donc on a sensibilisé les DGS. Cette année, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aller dans des cabinets d'avocats. Donc on va sensibiliser les avocats, donc on va aller directement au Conseil de l'Ordre pour leur présenter le master et l'alternance. Et ensuite, on a plein d'activités qui sont vraiment dédiées pour les étudiants. Donc on a la Casa des Papels qui se passe au Spot donc, vendredi soir, en association avec l'association Sciences et Animation de Montpellier et la direction de la recherche que vous représentez, Yannick, de l'Université de Nîmes. On a un procès fictif avec 2 étudiants de L2 qui vont s'affronter pour défendre le professeur. Voilà, donc ça va être une super belle soirée. On est en train de travailler sur l'organisation de la 2e édition de la Ligue du droit qui aura lieu le 4 octobre 2022, donc avec une journée entière dédiée aux portes ouvertes. Donc les étudiants de droit pourront aller au palais de justice, au tribunal administratif, à l'école des notaires, au conseil de l'ordre des avocats, c'est en discussion, pour découvrir les métiers du droit. Donc voilà, et le soir on aura le procès fictif de Thomas Shelby, donc de la célèbre série Peaky Blinders. On est en pleine négociation avec Samuel Diens, si vous le voyez, allez le voir, dites-lui qu'on aimerait bien le voir sur scène l'année prochaine. Mais du coup voilà, et puis ensuite on a d'autres actions avec d'autres associations, donc notamment l'association STAPS,
En début d'année, j'ai demandé aux étudiants de M1 s'ils voulaient intégrer l'association et s'ils avaient des projets. J'ai un étudiant, Thibaut Michel, qui m'a dit que ce serait super d'organiser une color run à l'Université de Nîmes. Du coup, voilà, on a fait en sorte que ça devienne possible. Donc, on s'est associé avec l'association STAPS. Et le 16 avril, normalement, on fera une course caritative pour l'endométriose. Donc voilà, dans les douves de l'Université de Nîmes. C'est un projet qui arrive. Et puis, on a d'autres projets à venir. Bon, c'est déjà une belle liste. Ouais, très bien. Ben, merci. C'est vrai que ça fait une grosse actualité pour cet asso et qui est active, c'est vrai, maintenant depuis un an ou deux, qui a repris énormément d'activités. On vous retrouve sur plein de choses différentes. Et effectivement, là, vendredi soir, on co-organise avec Instant Science la soirée culte, la Casa des Papels. Bon, toutes les places sont déjà réservées. Mais bon, en tout cas, c'est un plaisir de faire ça avec vous. Est-ce que pour ces événements-là, vous avez tous les volontaires qu'il vous faut? Est-ce que peut-être les étudiants qui souhaiteraient participer, s'associer, peuvent vous contacter? Alors pour les événements actuellement, on a les deux étudiants qui doivent participer à la Casa des Papels. En fait, l'ensemble des étudiants qui doivent participer sont là, donc on les a. Oui, là, c'est pour la vendredi, liste c'est droit. Mais ce qui va sûrement intéresser les étudiants, c'est la color run qui va arriver. Effectivement, il y aura une inscription. Donc voilà, il faudra avoir un certificat médical, mais je sais que le médecin de l'Université de Nîmes peut en délivrer. Donc là, il faudra s'inscrire et on lancera la communication, je pense, ce soir ou demain pour que tous les étudiants puissent être informés. Donc, ils pourront directement nous contacter. Et après, pour les étudiants de droit plus particulièrement, sur la ligne droit 2022, on va lancer les candidatures fin mai, début juin pour les étudiants. Et on va permettre aux L1 qui arrivent à l'Université de Nîmes de s'intégrer au projet au mois de septembre. Donc voilà, ils auront un rôle un peu moindre que cette année, mais ils pourront aussi s'investir dans le projet. Ok, donc à suivre cette association et pour les étudiants, n'hésitez pas donc, à vous impliquer et à participer à toutes ces initiatives. Merci beaucoup. Zachary, je vous propose qu'on passe à la rubrique l'Estudiantin qui est donc un petit peu remontée dans l'émission parce qu'elle est en lien avec l'activité de Zachary aussi. Donc l'Estudiantin, c'est maintenant. Et oui, en effet, Yannick, la rubrique de l'Estudiantin portera sur un projet que Zachary et moi portons tous les deux. Je suis très heureux de travailler avec Zachary parce que c'est vrai que ça fait 1 an qu'on se connaît depuis qu'on est tous les deux au BVE. On a travaillé sur des projets ensemble, on a pas mal discuté et on a appris à se connaître et à savoir l'un et l'autre ce qu'on voulait en faire. Et donc avec Zachary, il m'a appelé il y a 1 mois ou 2, il n'y a pas longtemps, pour me proposer un projet que j'ai trouvé très intéressant, le projet Le Voici, puisque nous allons organiser le 6 avril prochain, donc le mercredi 6 avril prochain à 18h, le débat des jeunes pour les jeunes, avec également Coralie Mollaret, journaliste Objectif Gare. Mais alors, pourquoi le débat des jeunes pour les jeunes? Eh bien, c'est très simple, Jamy. Aujourd'hui, les jeunes estiment que 66% d'entre eux, que les politiques ne s'intéressent pas assez à eux et à leurs préoccupations. Selon une enquête Ipsos Soprasteria publiée en février, cette enquête dit aussi que 80% des jeunes de 18 à 30 ans envisagent quand même d'aller voter au premier tour le 10 avril prochain. C'est quand même encourageant au regard des 29% d'abstention des jeunes à la présidentielle 2017 et 87% d'abstention aux dernières régionales. Donc nous voulons avec Zachary que les étudiants puissent s'intéresser à la vie politique française et à l'élection présidentielle grâce à des outils et à des méthodes adaptées pour eux. Et c'est dans ce cas, après plusieurs années bouleversées par les crises sociales, diplomatiques et sanitaires, nous voulons permettre aux étudiants de se concentrer directement sur l'essentiel, sur ce qui les touche, sur ce qui les rassemble. Donc nous avons choisi 4 sujets parmi les plus évoqués chez les jeunes et chez les étudiants. Il s'agit donc de la précarité étudiante, donc le mal logement ou les difficultés financières, la sécurité, qu'elle soit sur le campus, sur les événements liés aux associations étudiantes ou de manière générale, l'environnement. On sait que les jeunes sont très touchés par la lutte contre le réchauffement climatique et les transitions énergétiques. Et également, le dernier sujet, l'entrée dans le monde du travail. Alors nous serons entourés de 8 jeunes qui représenteront
8 des 12 partis politiques à la présidentielle. On retrouvera du coup Hugo Carlos qui représentera le Parti communiste français, Raphaël Valette pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Baptiste Jouve pour Les Républicains, Jean-Marie Launay du Rassemblement National, Nicolas Pellegrini pour la France Insoumise, Basile Imbert pour le Parti Socialiste, Simon Rossini-Bourgade de La République En Marche et Arthur Roland pour le Parti Reconquête. Répartis en deux groupes de 4, ils débattront ensemble sur 2 sujets chacun. C'est dans un souci d'efficacité et gestion de temps que nous avons choisi ce format avec Coralie et Zachary. Avec Coralie, nous avons également, elle et moi, passé énormément de temps avec les programmes afin de proposer un débat interactif, constructif et surtout instructif pour les étudiants. Alors, Zachary, peut-être tu veux nous parler un peu de Coralie, mais également de nos 8 candidats, de nos 8 représentants. Ouais. Alors déjà, je vais peut-être dire aussi pourquoi je t'ai appelé, c'est simple. En tout cas, dans l'association du Master République, on aime bien mettre les étudiants dans des situations professionnalisantes. Donc voilà, je sais que tu veux devenir journaliste, c'est ton grand projet. Donc voilà, l'objectif c'était aussi de faire un débat animé avec une professionnelle et un étudiant. Donc voilà, donc Coralie Moularet qui est une professionnelle, qui est journaliste politique à Objectigard, t'accompagne donc sur ce débat. Donc voilà, c'était aussi pour te permettre d'apprendre ce que c'est que le métier de journaliste. Et Coralie nous l'a dit aussi, c'est un apprentissage pour elle aussi ce débat. Donc voilà, donc on a 8 jeunes qui représentent 8 candidats à l'élection présidentielle, qui sont des jeunes engagés sur le territoire. Nous, notre ambition, c'était voilà, de dire aux jeunes de l'Université de Nîmes, en tout cas aux jeunes étudiants, venez vous intéresser à la politique française, en tout cas à la politique en général. Les 5 ans qui vont venir vont se jouer peut-être le 10 avril. Donc donnez votre avis, n'hésitez pas à le faire. Et donc voilà, pour qu'ils puissent se faire un avis, on a décidé de faire ce débat-là et j'espère que les étudiants viendront. En tout cas, voilà, c'est une opportunité, on va essayer de faire ça bien. Et je suis sûr que vous ferez des très bons animateurs avec Coralie qui est une très bonne journaliste gardoise. On a aussi choisi Objectigard parce que voilà, c'est un média local qui travaille beaucoup avec l'université et les acteurs locaux et qui a aussi cette expérience-là du débat. Et par cet événement, tu comptes toucher combien de personnes ? Alors, on n'est pas parti sur un objectif de toucher un maximum de personnes. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un débat qui est apaisé. Donc, je pense qu'on va essayer de remplir un amphi de 150 personnes, 200 personnes, mais pas plus. Je pense que si on fait de la bonne communication et qu'on est à fond, on pourrait peut-être remplir plus. Mais l'objectif, voilà, c'est de permettre d'avoir un débat apaisé, de permettre à certains étudiants qui viendront de se faire une idée. Après, on va retransmettre donc, sur le live Facebook je pense d'Objectigard ou l'association, on verra, c'est encore en discussion, ce débat, pour que d'autres étudiants puissent y assister. Et retrouver aussi cette émission en replay s'ils le souhaitent. Et retrouver l'émission s'ils le souhaitent en replay. Et voilà. Très bien, merci Zach. Je souhaiterais juste, comme je sais qu'après je vais devoir partir, remercier l'ensemble des membres de mon association qui travaillent tous les jours pour faire en sorte que les étudiants aient plein d'activités, pour que des étudiants du master puissent avoir une alternance et peut-être demain un emploi. Donc voilà, je voulais remercier l'ensemble du bureau de l'association du master droit public qui m'accompagne tous les jours et qui font un travail formidable, comme vous pouvez le voir avec tous les projets que j'ai pu présenter. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Donc, un super projet à venir. Donc, on garde ça à l'œil pour pouvoir suivre un petit peu tous ces débats. Donc oui, comme Zachary le disait, on va vous laisser partir tous les deux pour faire entrer nos prochains intervenants. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures de votre côté. Et on suit tout ça. À bientôt. Pendant qu'on fait la transition, peut-être un mot parce que alors sur les différents événements qui sont portés par l'association ou les associations, en tout cas nous avec Nicolas, on est très 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 heureux que des étudiants s'engagent comme ça pour leurs copains, leurs camarades, mais aussi au travers de cet engagement, ils font rayonner l'université. Et c'est vrai qu'on essaie au maximum de les accompagner, de leur mettre à disposition ce dont ils ont besoin, même si dans certains cas, on se doit, nous, d'être en retrait. Typiquement, le dernier événement qui vient d'être cité, ce débat-là, voilà, on va être le 6 avril, nous, au niveau administratif, on se doit, puisqu'on sera en période de réserve. On ne peut contribuer à l'organisation, voire au débat, mais par contre, on avait la possibilité de mettre à disposition les installations, et c'est ce qu'on a fait avec grand plaisir, parce que
les jeunes qui s'engagent d'un côté ou de l'autre, et surtout actuellement qui vont s'intéresser à ce qui va se passer quelques jours plus tard, c'est important qu'on contribue au titre de l'établissement à favoriser cette information. On ne pouvait pas le faire puisqu'on était dans la réserve. L'association et les étudiants le font, c'est excellent, c'est parfait, et on en est très satisfait. Et on continuera, je le dis, je fais un appel aux associations étudiantes de l'université, on continuera à soutenir des actions, des activités, même si dans certains cas, la Color Run, moi je me fais quand même quelques petits soucis de voir l'état des Médouves une fois que tous les coureurs seront passés, mais bon, on m'a donné quelques garanties, donc voilà. Peut-être on réfléchira à mettre peut-être un team présidence pour y contribuer aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est satisfaisant et c'est vraiment valorisant pour nous d'avoir des étudiants qui s'engagent comme ça, et je les remercie très très chaleureusement. Mais merci, oui, c'est vrai que c'est agréable quand même d'avoir de l'activité qui vient des assos étudiantes comme ça sur le campus. Donc nos prochains intervenants sont arrivés sur le plateau. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Rémi Michin, qui est donc entrepreneur sur le bassin alésien, qui est directeur de l'entreprise Swilly, qui est une entreprise de conseil, et donc qui est engagé dans le tissu entrepreneurial local assez fortement, que je connais à titre personnel depuis quelques années, depuis je pense plus de 20 ans, on se connaît. Donc moi c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé sur cette émission, l'entrepreneuriat et le lien avec le territoire. Et ce que ça peut apporter à nos étudiants, donc merci d'être là. Et donc on accueille aussi Tom Servière, qui est notre chroniqueur habitué aussi, qui intervient en fin d'émission avec sa chronique sur l'instant geek. Je vous propose de commencer du coup l'interview de Rémi avec la rubrique l'interview présidentielle. Merci Yannick. Bonjour Rémi. On s'était rencontré, Rémi, mais très très furtivement lors des Septuors 2021. Oui. Où l'université avait remis un prix. Alors c'est pas vous qu'on l'avait remis, mais il y avait plusieurs catégories. Mais en tout cas, on s'était rencontrés, et je suis vraiment ravi de vous recevoir dans cette émission, à plusieurs titres. Hein. Ça a été rappelé par Yannick. Mais l'entrepreneuriat, votre parcours, que vous allez nous décrire et puis nous détailler, votre insertion dans le territoire, votre jeune âge aussi. C'est gentil ça. Parce que oui, ça contrebalance, ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est vrai. D'ailleurs, du coup, ça veut dire que vous êtes connu très très jeune. Oui. Mais non, vous êtes jeune, et ça veut dire que voilà. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne peut pas avoir de l'esprit d'entreprendre et tout ça, vous allez nous expliquer. Donc, ma première question, en fait, c'était comment vous êtes arrivé là? Alors, moi, je suis alésienne de base, je suis née à Alès et j'ai grandi là-bas. En fait, il y a toujours plein d'opportunités, de faiblesses qui arrivent dans la vie, et donc il faut essayer de les transformer. Donc, je suis resté sur Alès pour des raisons financières à l'époque de mes parents. Donc j'ai essayé de grandir là-dessus, j'ai fait un bac S, après je suis parti en BTS, ce que personne ne fait, pour avoir le côté beaucoup plus technique. J'ai grandi après en licence professionnelle sur de la gestion de production, encore côté très technique. Et après j'ai fait un Master 2 à l'IFAG à Nîmes, où là on était plus sur de la gestion d'entreprise. Et là j'ai commencé à avoir quelque chose de beaucoup plus large dans la gestion globale d'une entreprise, à la fois du droit, à la fois du RH, la partie commerciale, marketing, etc. Donc à partir de là, moi j'ai travaillé pendant quelques années dans plusieurs PME, donc à peu près 10 ans dans plusieurs PME, 3 principalement. Une qui était dans le mobilier de bureau, quand je suis arrivé on était 10, quand je suis parti on était 70, 80. Et mon deuxième exemple un peu probant, c'était une entreprise qui s'appelle Ergo Santé à Anduze, qui fait du mobilier de bureau pour des personnes en situation de handicap et aussi des exosquelettes. Donc en 2019, je suis allé récupérer les Septuors aussi d'ailleurs, pour info.
pour moi, Oui. en tant que T'en as eu aussi. représentant du dirigeant d'Ergo Santé. Donc, c'était chouette aussi de revenir en 2021 avec la société XAP que j'accompagne depuis quelques temps maintenant, un an. Donc voilà, et ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans ce que moi j'ai vécu jusque-là, par rapport à mon parcours et à mes expériences, c'est que en travaillant dans des petites entreprises, j'ai fait on a la possibilité de faire beaucoup de choses et d'évoluer rapidement. Donc de faire la prospection commerciale, ce qui n'est pas forcément le truc le plus agréable au début, après de travailler dans le marketing, l'organisation, etc. De travailler les grands comptes sur Paris un jour sur deux, d'avoir des... Voilà. Je pense que ce qui est intéressant dans l'entreprise, c'est de vivre et d'expérimenter plein de choses. C'est là où on se nourrit et on apprend. On apprend souvent un peu dans la difficulté, dans la douleur, mais c'est aussi ce qui nous fait grandir. Donc voilà un peu mon parcours. Au niveau du Covid, j'ai eu l'idée extraordinaire de monter mon SARL, alors que tout le monde voulait sûrement faire l'inverse. Donc j'aime bien faire les choses à l'envers, mais des fois c'est intéressant. Pour être original, donc j'ai monté mon SARL au début du Covid parce que j'avais des copains qui voulaient bosser avec moi et je savais pas trop comment faire. Et puis j'avais cette volonté d'indépendance. Après, pendant plus de 10 ans avant, j'étais auto-entrepreneur en même temps que j'étais salarié CDI temps plein, donc je travaillais le soir, le week-end. Donc j'avais déjà cette motivation-là d'apprendre et de faire des trucs différents tout le temps. Donc en montant l'entreprise, c'était assez facile pour moi, dans ce sens. J'avais des copains qui me soutenaient pour travailler, donc j'ai commencé à lancer l'activité comme ça. Elle s'organise, donc la société s'appelle Swili parce que j'ai des origines polonaises et en polonais, le mot qui se rapproche de Swili, ça veut dire audace. Donc je me suis dit que c'était, sans être prétentieux, ça me permettait de me pousser un peu aux fesses tous les jours là-dessus. Et donc on travaille sur deux axes, nous, qui sont la performance organisationnelle et la performance commerciale. Principalement, moi je travaille avec des petites entreprises ou des petites PME jusqu'à à peu près 20 personnes. Parce que jusque-là, on peut être le bras droit du dirigeant et en fait, le dirigeant ne peut pas tout faire. Il n'est pas suffisamment structuré, il n'a pas suffisamment les ressources pour être structuré comme ça, de manière plus précise et plus segmentée. Et donc là-dessus, on peut venir intervenir de manière très pragmatique et opérationnelle avec eux. Donc généralement, je travaille des fois en one-shot, mais très souvent, j'y suis une demi-journée ou une journée par semaine chez le client et on travaille avec lui tout le temps. Donc on fait des choix, on fait des erreurs, souvent, ça arrive, on fait des bons choix, mais au moins on le fait ensemble, on le justifie, on le mesure, et je pense que c'est aussi ça une partie de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut tomber pour apprendre à marcher, ça c'est clair, et c'est pas si douloureux que ça en fait. Je dis pas qu'il faut s'habituer, mais c'est souvent l'échec qui nous permet de créer de nouvelles opportunités ou de se dire ok, là je me remets en question, il y a peut-être quelque chose à faire. Et quelque chose se naît et crée derrière de ça. Quoi. Voilà pour... Du coup, vous intervenez sur différents types de PME, oui. Avec de différents types d'activités. Oui. Comment vous arrivez à gérer la différence, ou alors il y a des similitudes? Les deux. Il y a à la fois des similitudes, à la fois beaucoup de différences. C'est cérébralement très compliqué, mais à la fois c'est cérébralement génial d'avoir des activités de réseau informatique, de comptabilité, de quelqu'un qui a une entreprise de machines spéciales industrielles, quelqu'un qui est dans, je sais pas moi, l'événementiel, peu importe. J'ai un client qui fabrique des tentes de toit pour partir en week-end et vivre à l'aventure. Enfin, ça n'a rien à voir. Les activités n'ont strictement rien à voir avec la fabrication, du conseil, du service. Mais en même temps, le fonctionnement de l'entreprise est toujours identique. Et même, je pense qu'au niveau de l'université, on pourrait faire la même corrélation. On a quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines, on a quelqu'un qui va s'occuper du financier, on a quelqu'un qui va s'occuper de promouvoir l'image de l'université. Donc ça va être plutôt une partie d'image, une partie communication commerciale. Donc les services sont souvent les mêmes, on le dit pas et on le vend pas de la même façon. C'est juste ça. Donc ce qui est compliqué cérébralement, c'est qu'on doit, moi en tout cas dans ce que je fais, je dois comprendre de manière assez poussée, techniquement si c'est possible, comment fonctionne l'entreprise, comment elle est organisée, ce qu'elle fait. Donc jusqu'au logiciel de gestion, jusqu'à sa manière de fonctionner dans son cœur, quoi. Donc c'est ça qui me prend un peu de temps. Après, une fois qu'on y est, la gymnastique, elle est souvent un peu la même, je dirais. Dans votre parcours, est-ce que vous avez eu des... alors, on pense les entrepreneurs...
ils ont cet esprit d'entreprendre dans l'âme, généralement, où ils en font l'acquisition au fur et à mesure de leur parcours. Et après, on a aussi des gens qui ont un mentor ou quelqu'un qui les a aidés, qui les a guidés, qui les a inspirés. Dans votre cas, c'est quoi comment c'est venu? Vous l'avez dès le départ ou vous êtes tombé un jour sur quelqu'un qui vous a montré la voie ou... J'ai eu des patrons qui m'ont... Tous les patrons que j'ai eu dans mes expériences d'avant, en tant que salarié par exemple, m'ont montré certaines... J'ai pris chez eux certaines choses qui m'ont plu et j'essaie de pas reproduire certaines choses que j'aime pas surtout aussi. Mais oui, j'ai certains patrons, j'en ai un que j'ai rencontré qui est pour moi le mec le plus intelligent que j'ai croisé dans ma vie. Alors, ça a des bons côtés et des côtés plus difficiles, mais oui, il y a des choses à apprendre. Il y a des gens qui vous disent, dans 5 ans, je ferai exactement ça. Et 5 ans après, vous venez, il a fait exactement ça. C'est incroyable. Cette capacité de projection. Et ensuite, il revient dans le monde réel et il commence à construire son échiquier, son jeu. Et en fonction des opportunités qui arrivent, il ne va jamais dévier du jeu jusqu'à le but qui s'est fixé. Et quand on arrive à faire ça, là je trouve qu'on a quand même un niveau assez élevé là-dessus. Donc oui, j'en ai quelques-uns, je ne vais pas forcément les citer, mais j'ai quelques personnes qui m'ont... Même certains, des fois où vous avez du coaching, vous avez des gens qui viennent vous faire des formations en entreprise, vous avez certaines personnes qui vous réveillent. Ça c'est oui. Après, c'est vrai que petit, j'aimais bien, j'ai toujours été un peu hyperactif d'âme. Mais pour moi, quand même, l'entrepreneuriat, c'est surtout quand même dans l'état d'esprit, c'est une force, c'est une volonté, quoi. Après, des portes, on en prend tout le temps. J'en ai pris une énorme il y a un début d'année. Tu mets quelques semaines à galérer et après, tu te dis, allez, je me remets en question, c'est bon, j'ai le couteau entre les dents, je repars. Donc des portes, je pense que je vais en prendre un paquet. Quand j'en parle à mes amis et chefs d'entreprise, je me dis, ouf, la première est difficile, après ça passe tout seul. Donc un peu dans cet état d'esprit-là, je pense que c'est surtout de la volonté, du dynamisme. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui qui s'appelle la résilience, que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en fait, entreprendre dans n'importe quel domaine, en fait, associatif, en tant qu'auto-entrepreneur ou en créant sa société de manière un peu plus importante, si on arrive à être résilient et qu'on a le couteau entre les dents, on y arrive toujours, quoi. Alors, je reviens rapidement sur votre parcours parce qu'il est assez intéressant. Donc un bac S, donc plutôt bon élève, pour dire comme ça. Ouais, j'ai eu au rattrapage, mais merci, c'est gentil. Après, vous allez sur un BTS. Donc BTS, c'est plutôt, généralement, c'était des filières courtes. Enfin, courtes. Ouais. Après, c'est assez... ça va. Après, vous allez sur une licence pro. Ouais. C'est la suite logique, on va dire. Et par contre, la licence pro, généralement, on s'arrête. Oui. Bon, on fait la guerre, entre guillemets. Ouais, bien, parce qu'il ne faut pas... Normalement, une licence pro, tu ne vas pas sur un master. Bon, ok, bon. Mais alors celui-là, pour répondre il m'a été mal négocié, en fait, à la base. On m'a dit, oui, tu pourras continuer tes études, ne t'inquiète pas, j'ai posé mes dossiers, tous sont revenus, profil non adapté. Je suis là, quoi? Et oui, tu dois y travailler, mon copain. Ah non, mais j'avais pas prévu ça, en fait. Ouais. Et après, vous faites un Master 2. Donc, en fait, vous avez été... donc, vous venez de le dire, en fait. Vous êtes allé dans la licence pro. Ouais. Et vous aviez quand même une ambition de continuer. Ah, moi, oui, c'était très clair. Okay. Très clair. Très clair, parce que c'est pas que j'aime bien les études, mais disons qu'une fois qu'on a passé le bac, je trouve que jusqu'au bac, des fois, c'est un peu compliqué, parce qu'on fait pas forcément ce qu'on aime. Et quand on commence à rentrer dans les études supérieures, on commence normalement, généralement, à faire quelque chose qui nous plaît, on le choisit. Donc du coup, on commence à avoir un peu plus de motivation là-dessus. Donc oui, moi je voulais aller jusqu'au master. Et c'est vrai que, entre guillemets, l'erreur de parcours, elle était... Au final, quand je prends un peu de recul, je l'aime bien parce que le côté technique, je m'en sers tout le temps dans des entreprises qui ont de la fabrication ou un côté technique un peu poussé. Et à la fois, ce que j'ai appris après me permet aujourd'hui d'avoir un spectre large dans la compréhension d'une entreprise plutôt petite, pour le coup. Oui, non, je dis ça parce que c'est vrai que nous, on essaie de limiter, sauf avec des exceptions, parce qu'effectivement, si on identifie des étudiants en licence pro dont on perçoit qu'ils ont un potentiel, c'est idiot de ne pas leur permettre de poursuivre, hein, parce que c'est aussi dans l'intérêt de tout le monde. Mais bon, okay. Et ensuite, vous avez enchaîné
c'est intéressant parce que c'est assez varié et puis on voit que vous avez enchaîné avec plusieurs entreprises. Alors là, c'est pareil, on pourrait vous poser des questions. Pourquoi vous avez arrêté sur ces entreprises à chaque fois? Pourquoi vous n'avez pas continué les aventures? Ou parce que, comme avec vos patrons, vous avez pris ce que vous aviez à apprendre et puis ensuite vous avez trouvé qu'il y en avait moins? Oui, alors, oui, disons que dans ce que je faisais, souvent, alors dans ma plus grande... je suis resté 7 ans. Je suis resté 7 ans parce que j'ai fait de la prospection commerciale. J'ai mis en place un logiciel de 3D. Après, on avait 2 salariés dessus. Et après, j'ai pris toute la partie com et marketing pour... on a déjà attaqué, on était 10. 7 ans après, on était entre 75 et 80. Donc l'entreprise n'avait plus rien à voir. Il y a eu plein d'opportunités d'évolution. Et donc ça m'a permis de me nourrir de plein de choses. Et c'est vrai que quand après, l'entreprise est grande, on est bloqué dans un poste. Et une fois que j'ai fait à peu près tout ce que je voyais, quand ça commence à recommencer, on s'ennuie. Moi, je m'ennuie en tout cas. Donc du coup, après, il y a des opportunités qui sont arrivées pour tester autre chose, être plus dans la direction commerciale et un peu recrutement. Je dis, ok, ça peut m'intéresser, j'ai jamais fait, j'aime bien. L'idée, j'ai pas forcément peur en plus. Et ensuite, Ergo Santé, on avait responsabilité grand compte, événementiel et tout ça, plus la com. Donc ça m'a, enfin je sais pas, sans le vouloir peut-être, en le voulant un petit peu, ça m'a fait un spectre large qui était assez complet, je dirais. Non, c'est intéressant parce que on a beaucoup d'étudiants qui, dès qu'ils sortent de leur formation, cherchent à avoir absolument le CDI parce que le CDI c'est le Graal. Alors, effectivement, le CDI permet après d'avoir un certain nombre d'avantages, mais on s'aperçoit aussi qu'il est important d'accumuler aussi de l'expérience, d'aller voir un petit peu différents types de structures pour in fine, finalement, trouver sa voie. Et vous, de toute façon, maintenant, c'est terminé. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous allez être patron de votre activité. Oui. J'aime bien ma liberté quand même. Oui. Mais après, pour rebondir un peu sur l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui, ça a un coût quand même. C'est juste pour aller un peu dans le truc. Entreprendre, c'est génial et j'adore ça. Après, si on pense qu'entreprendre, c'est se dire ouais, je veux un peu plus de temps pour moi, les gars, arrêtez de suite, ça ne marchera pas du tout. Ça. Tu finis à 20h, tu attaques à 7h, tu t'organises comme tu veux, tu fais ce que tu veux de ta journée, mais généralement, le week-end, tu fais tes factures en fin de mois, par exemple. Donc, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner sur une indépendance de fonctionnement, de raisonnement et de ce que je veux mettre en place, ce que je vois au fond de moi, ce que je veux faire vibrer, quoi. Mais ce n'est pas dans l'idée de, si on veut être un peu plan planète, je pense qu'il vaut mieux faire un CDI dans une entreprise où on fait 35 heures, on rentre le soir, on ne se pose pas de questions, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas de client qui vous lâche du jour au lendemain, on vous dit le mois prochain, comment je vais payer, comment je vais m'en sortir. Donc, je pense que le premier point, c'est ça. Si vous voulez entreprendre, il ne faut pas avoir peur de ça et surtout se dire, ok, je vais y passer beaucoup de temps, mais c'est pour moi, donc est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Et après, oui, cette capacité de résilience, je pense qu'elle est, pour moi, je trouve très importante. Vous êtes plus libre, mais ce n'est pas pour autant que vous avez plus de temps disponible. Oui, on l'aménage plus comme on veut, mais on est beaucoup plus responsable aussi, du coup, de sa boîte, de son activité. On est engagé au niveau fiscalement, etc. On a quand même des engagements à respecter. Et donc ça donne beaucoup de responsabilités, ça peut faire peur, mais ça donne une liberté de fonctionnement énorme. Donc... Dernière question peut-être, Yannick. Votre activité de conseil à Sweeney, vous la menez essentiellement sur le territoire, donc j'ai bien compris que vous êtes alésien. Oui. Donc je crois comprendre que la boîte est sur Alès. La boîte est sur Alès, absolument. Voilà. Après j'ai des clients... Les bons alésiens restent sur Alès. Oui, personne n'est parfait. Non, mais c'est pas reproche, mais la question c'est une activité de conseil, j'ai tendance à dire, elle n'est pas spécifique en fait d'un territoire, mais vous la ciblez sur les entreprises du territoire ou vous pouvez avoir un champ d'action qui est un peu plus large? Alors, non, on peut être même beaucoup plus large, tout dépend de la mission qu'on va avoir. Mais généralement, moi, je fais Alès, Nîmes, Bagnoles, Avignon, Montpellier. C'est à peu près ma zone de chalandise, elle est un peu là-dessus. Parce que généralement, moi, mes missions, elles sont quand même souvent très récurrentes. La personne ne vous prend pas juste pour one shot, elle vous dire, ok, alors la mission, elle a définie, on est parti. Une fois par semaine, tu viens,
on bosse, on avance, on fait les points, les réunions, la gestion de projet, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ça demande quand même du déplacement et de la présence. Donc je ne peux pas trop m'éloigner. Puis j'aime bien être en contact physique avec les gens au mieux, quoi. Merci beaucoup. C'est un bel exemple que l'on peut donner à nos étudiants d'un parcours finalement pas forcément si atypique que cela. Non, mais qui est en cours en fait. Je trouvais que ça c'était intéressant. C'est que Rémi est entrepreneur, mais son entreprise est encore jeune. Enfin, elle vient d'être créée. Enfin, il y a quelques mois, un peu plus. Ça montre aussi un exemple de quelqu'un qui est dans le jus en fait. C'est pas un entrepreneur qui a créé 10 entreprises, qui a 60 ans et qui vient expliquer tout ce qu'il a vu. C'est aussi le retour. Non, mais c'est le retour à chaud en fait dans la création. Et on entend la passion. C'est ça qui est. Enfin, mais c'est toujours pareil quand un entrepreneur, on entend sa passion. Et si on arrête là, parce qu'il faut dérouler l'émission, mais sûr que si vous avez 5 minutes, après j'ai un raisonnement quand même. Voilà, il est incaressable. Donc, je suis chaud bouillant. J'ai un raisonnement sur l'hybridation, il faudra qu'on en parle de ça. C'est un nouveau mode de CDI entrepreneur mélangé. Non mais ça, si vous avez 2 minutes... Écoute, on voit la fin de l'émission, le temps qu'on a, et on fait une petite conclusion hybridation mais c'est par rapport à ton expérience d'auto-entrepreneur pendant que tu étais en entreprise? Oui, puisque je vois aujourd'hui, par rapport aux chiffres et tout ça, okay. La création d'entreprise augmente énormément, donc les gens veulent être indépendants. En même temps, au bout de 3 ans, les auto-entrepreneurs, on a 75% qui ferment, donc il faut... Mais les gens cherchent à avoir un peu d'autonomie. Ok, bon, on se garde 2 minutes à la toute fin, et si vous voulez en savoir plus sur l'hybridation, ne zappez pas. Restez avec nous. Ça, c'est des teasers. C'est ça. Parce que nous, l'hybridation, on l'entend, mais c'est un peu plus sur les enseignements, c'est pas la même signification, mais... Ok, bon, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que c'est très inspirant toutes ces discussions, et je pense qu'il y a de très très bons conseils à retenir pour nos étudiants qui souhaitent se lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat. Donc, on va justement dérouler un petit peu cette émission avec la prochaine rubrique qui est assurée par Nicolas et qui est l'info du SUP. Donc, l'info du SUP, c'est tout de suite. Alors l'info du SUP au printemps, c'est la période des candidatures pour l'entrée dans les formations en septembre 2022. Donc on a eu l'occasion la dernière fois de parler de Parcoursup. Donc Parcoursup est toujours ouvert pour les étudiants qui veulent accéder à une première année de licence. La fermeture, c'est dans pas très longtemps, c'est le 29 mars, donc il faut se bouger un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore déposé leurs vœux. Ensuite, il y aura la phase d'examen des vœux et les réponses qui interviendront au mois de juin. Donc tout ça prend un petit peu de temps, mais il y a également d'autres plateformes de candidature pour les personnes qui sont déjà engagées dans l'enseignement supérieur ou qui ont déjà eu un passé dans l'enseignement supérieur et qui voudraient reprendre des études ou continuer des études, c'est-à-dire là pour le coup c'est des entrées en 2e ou 3e année de licence, mais aussi pour l'entrée, on en a parlé tout à l'heure, licence professionnelle et master. Donc là, l'entrée ne se fait pas de manière automatique. Il y a des dossiers à déposer, bien sûr, parce qu'on va évaluer si le parcours du candidat correspond aux attendus du diplôme. Typiquement, quelqu'un qui a fait un BTS et qui veut rentrer en 3e année de telle ou telle licence, est-ce que c'est faisable au vu du parcours qui a été fait, au vu du contenu du BTS, etc. Donc cette plateforme, ça s'appelle e-candidat. E-candidat, c'est une plateforme qui est propre à chaque université. Donc il y a un e-candidat dans chaque université, mais c'est pas une plateforme nationale. Donc c'est chaque université qui gère, avec des calendriers qui sont variables d'une formation à une autre. Donc je vous invite à vous connecter au site de l'université que vous visez. Alors bon, chez nous, donc l'université de Nîmes, vous allez sur formation et candidature, et là vous aurez le calendrier. Je l'ai sorti, mais bon, vous avez un calendrier qui reprend donc toutes les licences professionnelles et les masters. Pour les licences générales, c'est pas encore ouvert, ça viendra. Par contre, vous pouvez déjà regarder pour les licences professionnelles. Il y a un certain nombre qui sont déjà ouvertes. La plupart, ce sera plutôt en avril que vont se faire les dépôts de candidature. Pour les masters, c'est avril-mai. Donc il faut bien surveiller ces candidatures parce qu'évidemment, si vous arrivez trop tard, si vous ne respectez pas le calendrier, là pour le coup, vous n'accéderez pas à la formation ou pas nécessairement. Il y a quelques formations qui prévoient une 2e
phase de candidature, une deuxième campagne de candidature, mais à condition que la première campagne n'ait pas permis d'affecter toutes les places. Hein. Donc faites bien attention à ça, surveillez bien ces dates. Alors pour les masters, vraisemblablement, c'est la dernière année que ça fonctionne comme ça, puisque l'année prochaine, il devrait y avoir une réforme avec la mise en place d'une espèce de Parcoursup master au niveau national, mais bon, on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore décentralisé d'une université à une autre. Donc faites bien attention. Faites bien attention également au fait que les dossiers de candidature sont variables d'une université à une autre. Ils sont plus ou moins lourds, et donc soyez attentifs à ce genre de choses. Et si jamais vous voulez demander des lettres de recommandation, ce qui est tout à fait faisable pour une entrée en master, c'est même conseillé, n'hésitez pas à vous tourner vers vos enseignants pour leur demander des lettres de recommandation. Donc ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, ça s'anticipe très clairement, les candidatures en master en licence professionnelle. En licence 2, licence 3, ça s'anticipe aussi, c'est un peu moins lourd quand même, mais voilà, c'est quelque chose qui doit être préparé. Et donc, passez pas à côté, c'est dommage de rater un accès, d'avoir travaillé toute l'année pour réussir le mieux possible votre année, et puis rater un accès à l'étape supérieure, parce qu'on a laissé passer ces petites formalités ou ces petites contraintes horaires. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ben super, merci beaucoup Nicolas. Donc oui, n'oubliez pas surtout consulter les sites web des universités pour être sûr de ne pas rater les calendriers. C'est l'info importante à retenir. Oui. Ok, merci beaucoup. On va passer donc à la chronique suivante s'il n'y a pas de questions. Donc c'est la chronique culte unime qui est assurée par Iselis. Alors rebonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler des événements culturels à venir, donc à l'université de Nîmes et spécifiquement à la bibliothèque. Alors tout d'abord, le gros événement qui va arriver donc sur la semaine du 8 avril, le Printemps des Arts. Il y a un certain nombre de choses qui ont été prévues, même si pour l'instant je n'ai pas encore toutes les dates et les horaires. Je peux déjà vous dire qu'il y aura de la musique, il y aura également de la danse avec les groupes de sport universitaires. À la BU, nous aurons une exposition des photos des étudiants qui ont participé au concours photo régional Prise de Vue. Concours qui a eu lieu donc au mois de décembre-janvier de cette année. Et il y aura également toujours exposé donc les poèmes des 4 lauréats du concours des Nuits de la lecture. De plus, vous pourrez assister à une projection de courts-métrages donc des étudiants, donc des classes de design et des classes de master HIC, semble-t-il. La seule chose pour laquelle j'ai une date, c'est le 8 avril, où le carnaval des étudiants, qui est organisé par les associations étudiantes, sera donc inclus dans le programme du Printemps des Arts, ainsi apparemment une scène ouverte pour les musiciens sera organisée un jour à définir. Dans la suite de cette programmation, la semaine suivante, c'est donc la semaine du 11 avril, il y aura à la BU et à l'université une semaine sur les identités de genre et l'orientation sexuelle, avec un événement principal le 14 avril qui sera des stands dans la cour de l'université. Outre cela, vous pourrez retrouver toute cette semaine-là des affiches dans toute la BU avec des tables de présentation d'ouvrages sur ces thématiques. Donc, elles seront disséminées dans la salle des revues, au 2e étage et au 3e étage, voilà, pour regrouper les ouvrages par filière sur ces thématiques. Et donc, en attendant, vous avez la semaine prochaine, la semaine du développement durable. Donc, ça sera une semaine qui concernera toute l'université, de lundi à vendredi, et également des événements sur le week-end, le samedi sur l'esplanade, avec notamment un troc de vêtements qui aura lieu mardi, mercredi et jeudi. La BU proposera également une bouturothèque. Donc le principe d'une bouturothèque, ça va être un stand de bouture issu des nombreuses plantes qui existent à la BU, parce que nous sommes une BU verte. Donc ces boutures seront plantées dans des petits pots plastiques qui seront faciles à transporter, et les étudiants et les personnels du Nîmes pourront venir se servir. Cette bouturothèque sera également dans la cour de Vauban sous format de stand le jeudi 31 mars de 12h à 14h. Outre cela, il y aura également organisé un don d'ouvrages et un atelier pour les blocs de papier brouillon, voilà, où les étudiants pourront venir participer.
Nous proposerons également une sélection d'ouvrages sur le thème du développement durable, comme nous le faisons généralement pour chaque événement. Cette fois-ci, donc, dans ce thème-là, il y a 2 ouvrages principaux. Famille presque zéro déchet, The Guide. Et je dis bien The Guide avec un Z. Donc c'est un guide assez intéressant sur le zéro déchet. C'est à la fois un cahier de bord d'une famille qui a décidé de passer entièrement au zéro déchet. Et il y a plein de petits tips de choses que vous pouvez réaliser assez facilement. Donc ça va du shampoing sec à la lessive que vous pouvez réaliser vous-même. Et en général, donc une façon de réduire vos déchets pour produire main. Et sur le même thème, vous avez un super périodique qui est à la base dans la section art. Donc c'est Strada, le magazine des arts pluriels, qui a un article sur la crise migratoire, dérèglement climatique et la façon dont les artistes et le monde de la culture en général fait face à cette crise liée au dérèglement climatique. Et en rapport avec la semaine du 11 avril sur les identités de genre, je ne peux que vous conseiller cette excellente saga qui s'appelle Tant qu'il le faudra et dont les 2 premiers tomes sont disponibles à la BU. Un 3e tome est à venir. Tant qu'il le faudra, c'est une saga de romans qui a été d'abord publiée sur Wattpad par l'auteurice Cordelia. Donc c'est une saga qui va vous parler d'étudiants et de jeunes adultes en général qui font partie d'une association LGBT qui s'appelle OMAG et donc qui publie un magazine. Donc, c'est un roman choral à plusieurs voix et qui a la particularité d'être écrit en partie en écriture inclusive. Voilà, sur ces petits conseils, je vous quitte et j'espère vous voir pour les événements culturels à venir. Merci beaucoup Isolis qui ne nous quitte pas puisqu'elle participera au jeu à la fin, faut C'est pas vrai. oublier. Ah là Il y a là. un jeu qui nous attend juste après la chronique de Tom. Zut alors. Donc en parlant de chronique de Tom, c'est l'heure de la chronique de Tom qui est l'instant geek et c'est tout de suite. Oui, du coup, merci Yannick. Donc, cette semaine dans l'Instant Geek, j'avais quelque chose à vous présenter. Plusieurs événements, certains qui ont eu lieu depuis la dernière émission, certains qui vont avoir lieu dans un futur très proche. Donc, des petites recommandations, des petites choses à voir. Et le premier événement dont je vais vous parler, c'est le Battle for. Donc, le Battle for, c'est un événement qui a eu lieu sur Twitch du 4 au 6 mars dernier, qui a regroupé plus de 120 streamers et beaucoup d'invités, une 50aine d'invités, au Stade de France pour récolter des dons pour 2 associations, Handicap International et Apart. Donc l'événement a été un réel succès, on a pu retrouver beaucoup de streamers, vous avez pu voir un concert de Feldup, pardon. Vous avez Bob Lennon, Zulu, Phil Drong, plein de monde, je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y en a 120. Mais c'est donc du coup un événement qui a eu un très franc succès, qui a récolté 427 000 € sur le week-end. Donc ça nous montre encore une fois que Twitch, c'est un lieu sur lequel on peut faire beaucoup de caritatifs et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, donc c'est plutôt agréable. C'est l'occasion de voir des streamers qui n'interagissent pas forcément à interagir, de voir des choses sympathiques, donc voilà. Le lundi 14 février a eu lieu une conférence de presse pour l'annonce de la création de la structure e-sportive française Aegis. Donc Aegis est une structure e-sport qui a été créée par 3 streamers, DFG, Shons et Mister MV, et qui se concentre pour l'instant principalement sur le jeu Teamfight Tactics, donc avec 3 joueurs, Padball, Magarki et Anit. Donc c'est une structure dont on attend de voir ce que ça va donner. Autre événement qui a eu lieu le 24 février cette fois, c'est la cérémonie des As d'Or. Donc la cérémonie des As d'Or, c'est une cérémonie annuelle qui a lieu pendant le Festival international des jeux à Cannes et qui chaque année couronne les meilleurs jeux de l'année, jeux de société dans chaque catégorie. Donc cette année, on a eu une très belle cérémonie qui était rediffusée en live sur YouTube avec plusieurs jeux qui évidemment valent le coup d'être joués si vous êtes amateur de jeux de société. Donc normalement, il ne devrait pas tarder à s'afficher sur votre écran. Voilà. On a donc dans le jeu de l'année, qui est sûrement la distinction la plus prestigieuse, le jeu Seven Wonders Architect, donc un jeu de la série Seven Wonders, qui est une série extrêmement populaire de jeux de société, un jeu de construction où l'objectif est de construire les merveilles du monde. Dans la catégorie jeux pour enfants, on a Bubble Story, qui est un jeu de storytelling pour enfants, donc qui est un jeu de storytelling sans texte, avec uniquement des images, qui est très très inventif, très coloré, donc ça vaut le coup de jouer avec les enfants, c'est très sympathique.
Dans la catégorie jeu initié, donc déjà avec des mécaniques un peu plus poussées, on a eu Living Forest, un jeu dans lequel on joue. On doit repousser le feu d'une forêt, sauver la forêt et proposer aux animaux de venir nous voir. Et enfin, dans la catégorie jeux experts, donc ça c'est des jeux qui s'adressent aux experts, aux gens qui jouent énormément aux jeux de société avec des mécaniques bien avancées. Dune Imperium, donc dans l'univers de Dune, l'univers de Frank Herbert. Alors le jeu reprend les visuels du film récent de Denis Villeneuve. Donc voilà, c'est un jeu très complexe, très complet, un jeu de stratégie qui saura vous ravir si jamais vous êtes très motivé dans le monde du jeu de société. Événement à venir ce week-end sur Twitch, le Wanted Free Agent, donc le Wanted saison 4, chapitre 4. Le Wanted, c'est une série de tournois sur des jeux de combat, principalement Super Smash Bros, donc un jeu de Nintendo, qui est une série de tournois française, qui est assez particulière, puisque dans ces tournois-là, vous avez le Wanted, la personne recherchée, qui est un joueur ou plusieurs joueurs invités qui ont généralement de très bons résultats en tournoi, qu'il faut réussir à battre. Si vous réussissez à les battre, vous avez une récompense supplémentaire, que ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, et qui est une série qui a lieu régulièrement. En fait, vous avez dans l'année plusieurs tournois Wanted, donc c'est pour ça que là, on est sur le saison 4, chapitre 4, c'est le 4e de cette saison, et à la fin de l'année, un tournoi, le Ultimate Wanted, un énorme tournoi qui est considéré comme un tournoi européen majeur. Donc c'est un jeu qui se regarde très bien, même si on ne connaît pas forcément, puisque les commentateurs essayent de rendre ça accessible, et ça vaut le coup vraiment d'être regardé. Donc ce week-end, samedi, vous pourrez voir le tournoi sur Super Smash Bros, sur Dragon Ball FighterZ et Guilty Gear Strive, qui sont 3 jeux de combat populaires en compétition en ce moment, et à côté un autre événement avec un tournoi Yu-Gi-Oh! Enfin, autre événement qui lui aura lieu dans 2 semaines, les 8, 9 et 10 avril, la ZLAN, qui est un tournoi. Donc, une LAN, c'est un tournoi de jeux vidéo où tout le monde est au même endroit et qui va se dérouler sur 3 jours, donc 8, 9 et 10, qui est un tournoi qui a la particularité d'être par équipe de 3 et un tournoi multigaming, c'est-à-dire un tournoi sur lequel les participants devront être au point sur de nombreux jeux et réussir à se débrouiller plus ou moins là-dessus. Donc là, vous avez des images de la ZLAN de l'an dernier qui a couronné la team Keck, composée de Kalen, Kenny et Étoile. C'est un événement majeur sur Twitch, c'est un événement avec plein de streamers que vous pourrez retrouver, des streamers comme des spectateurs qui se sont inscrits. C'est un tournoi original, sympathique et très décalé, il y a des jeux surprises, il y a des événements. L'an dernier, par exemple, avant la finale qui s'est déroulée sur 3 jeux vidéo, on a eu un tournoi de pétanque. C'est un événement très particulier, vous avez les jeux qui s'affichent à l'écran, et on a aussi bien des jeux très compétitifs comme Apex Legends, que des jeux un peu plus originaux comme Zutom, qui est en fait un Motus, une reprise de l'émission Motus où il faut trouver des mots. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Ça se passe bientôt sur Twitch. Vous pourrez trouver toutes les informations évidemment sur les sites de la ZLAN, sur les sites du Wanted. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et c'est tout pour ma chronique. Bien, merci beaucoup Tom pour cette chronique pleine d'informations et de mots qu'on ne comprend pas. On est d'accord. Ça avait l'air très complet. Je me sens très vieux, tu vois. Oui, 34 ans, c'est beaucoup en fait. Le choc des générations déjà. C'est une habitude d'apprendre en fait. Oui. On se dit, voilà, on hoche de la tête poliment pendant la chronique de Tom. Non, mais après, on comprend suffisamment pour voir tout l'intérêt de ce qu'il peut y avoir dans ces formats-là. Oui, il faut aller voir les émissions. Du coup, il faut aller voir. Mais Twitch est un monde formidable où il y a plein de choses à découvrir. On vous encourage à le faire. Donc, on va passer à notre dernière partie d'émission avant d'en savoir plus sur l'hybridation, bien sûr. C'est pas une obligation. Ne quittez pas. Non, mais on parlera de l'hybridation, c'est sûr. Donc, on va lancer notre dernière partie qui est le jeu. Donc, c'est parti pour le jeu. Donc avec aujourd'hui un jeu bien sûr avec une thématique, donc il n'y aura pas de petites scénettes de ma part ni de déguisement pour cette fois-ci, mais je me rattraperai la prochaine fois, promis. Donc ce sera un jeu en lien avec la thématique de l'émission d'aujourd'hui, donc le jeu se portera sur les anniversaires et les premières cette fois-ci. Donc plein de choses à découvrir. Il ne faut pas oublier que notre président a gagné le dernier jeu. C'est vrai. De là à dire que c'était un hold-up, peut-être pas, mais
Pas loin, il a réussi à remporter le jeu avec une bonne réponse, mais c'était la bonne réponse. Donc voilà, c'était la clé. Donc on repart sur des bases un peu plus habituelles. Donc ce sera un chacun pour soi, et ce sera celui qui a le plus de bonnes réponses qui remporte le jeu. Il y aura 11 questions. Donc sur la thématique des anniversaires et des premières, on cherche tout d'abord une personnalité qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui est née une femme, qui est née en 1948. Je repose la question, c'est assez long, vous répondez dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Femme née en 1948, qui fête donc ses 74 ans. C'est une personne qu'on voit dans l'audiovisuel français. Elle commence la télévision comme speakerine sur l'ORTF, Auvergne, en 1970. Sa carrière sur les antennes régionales aboutit sur France 3, Radio France, la conduit sur la Côte d'Azur. Fun fact sur cette personne qui n'a rien à voir avec ce pourquoi on la connaît, mais lors de ces antennes, on la découvre chevaucher un orque devant les caméras de Marineland en 1977. Non, c'est pas ça. Elle est la première femme européenne à avoir chevauché. Chevauché peut-être aussi. Mais ça, c'est simplement un patois local. Mais chevaucher un orque, donc en 1977. Claire Chazal. C'est pas Claire Chazal. Ah, c'est une bonne idée. Premier vrai indice, elle rencontre à ce moment-là Bruno Carrette et elle est mutée. Ah, Chantal Lobby. C'est Chantal Lobby, tout à fait. Donc Chantal Lobby, à savoir que c'est la première femme européenne à avoir chevauché une orque. 74 ans, oui. Donc après, bon, elle rejoint les nuls par la suite de sa carrière. Première réponse donc pour le président de Roig. Ça part très très fort. Deuxième question, c'est aussi une personnalité née le 30 mars 1928. Il a 94 ans, né à Paris. C'est un homme politique, juriste, essayiste français. Badinter, bravo. Bravo Nicolas Leroy. Non, mais là, c'est sûr. Il y a quelques questions qui sont quand même ciblées, Nicolas Leroy, et je garantis qu'il n'a pas regardé les réponses parce qu'il n'a pas besoin de regarder les réponses. Alors, on cherche maintenant un événement qui aura 42 ans cette année. On est en 1980, donc là on est plus sur les premières. C'est une première, en 1980. On parle de e-sport. Sur quel jeu a eu lieu la première compétition de e-sport? StarCraft? Non, en 1980. Ah non, je sais. J'ai le droit de répondre? Non. Ah putain. Pas Donkey Kong. Zut. Une réponse chacun et après on peut recommencer. 1980. En 1980, un jeu populaire des années 80. Pac-Man, bravo Nicolas. C'est Pac-Man. Petit bonhomme jaune. On va pas chanter la musique de Pac-Man, même si ça m'a été demandé par la co-rédactrice des questions. Question 4. En quelle année est sorti le premier FIFA? Puisqu'on a... 97? Non, pas 97. 94. C'est pas 94, mais c'est pas loin. 96? Non. 95. Non. 98? Non. Ouais, moi j'aurais dit 90. Je sais pas si Zeus l'a pas dit, mais je suis pas sûr. J'ai dit 98. Mais non. 92? Non. 93, bravo. Il y a quelqu'un qui a dit 93. Ah, tu l'avais dit? Ah, Ouais, Tom l'avait dit. Tom, Non, mais il m'a semblé l'entendre, mais je croyais que c'était Isolis. Bon, c'est point pour Tom. Qui est FIFA 94, mais sorti en 93. bah voilà. Et voilà. Oui, c'est ça, le- Ouais. C'était ça. Tu joues comme ça, toi, d'accord. Eh oui. Mais bon, sorti donc le 15 septembre 93. Il s'appelait FIFA. On l'a appelé ensuite FIFA 94 parce qu'il a été popularisé en 94. On cherche maintenant un comédien pour la question 5. Un comédien né le 23 mars 1968, donc 54 ans. Il apparaît pour la première fois en 88 sur France 3 dans le programme La Classe. Un comédien qui est apparu dans La Classe en 88. Il est principalement connu pour le duo qu'il forme avec Michel Larocque. Ah, Palmade. Palmade. Je sais, lequel des deux a répondu en premier? C'est Rémi. Et là, il y en a Il m'a un semblé autre, aussi. Rémi, donc, bilan des points. Isolis. Je pensais pas avoir une bouche. Un point pour Tom, Rémi, Benoît, 2 points pour Nicolas. Question 6. En quelle année a eu lieu la diffusion de la première émission C'est pas sorcier? Oh. 2001? Non, c'est plus vieux. 1992. C'est pas tout à fait ça. 92. 85. 96. Non.
97. Non plus. 99. Non. 98 alors. Non plus. Et 92, c'est pas loin. 93. 93, bravo Rémi. Oh, encore. En fait, encore 93, tout à fait. tes questions. Oui, en fait. c'était ça en fait. Alors, on fête l'anniversaire aujourd'hui de la sortie du premier album d'un chanteur de rock célèbre. C'était en 1956, le 23 mars. Qui était-ce? Johnny Ah, d'accord. Non, pas Johnny. J'ai pas entendu. Eddie Mitchell. Non plus. Français ou pas? Il est pas français. Ah bah oui. Les, 56. les Beatles. Non, un chanteur. Un chanteur tout seul. Oui. Chanteur guitariste. Ah, oui. rocker. Ouais. Oui, rocker. Chanteur de rock. Jimi Hendrix. Non. Elvis Presley. Tout à fait, Oui, Elvis voilà. Presley. Bravo Tom. Ça c'est parce que je l'ai pensé tellement fort que tu l'as trouvé. Elvis, donc Tom a 2 points. Je En l'ai fait, vu dans ma tête. Isolis 0, Tom, Rémi, Nicolas 2 points, Benoît 1 point. Tout est encore jouable. Il y a 11 questions. C'était la question 7. Question 8. Nicolas en a parlé un petit peu hier dans son émission, mais j'avais préparé les questions avant. Le 23 mars 1944 est l'anniversaire d'un événement historique lequel? Le droit de vote des femmes. Il a répondu plus vite que moi. Il y a Le droit de vote des femmes. Le 1944, ça va perturber parce que c'était juste la guerre, mais non, ça n'a perturbé. Pas du tout. Nicolas, le 23 mars 1965, France Gall remporte un prix lequel? l'Eurovision. Oui. Bravo Tom, l'Eurovision. Poupée de cire. Non, je crois pas que c'était sur celle-là. J'ai plus le titre, mais je l'ai vu. C'était pas Poupée de cire, Poupée de C'est son. pas Agnès, mais c'est ça. Ah, Non, c'est pas vraiment ça non plus. C'était pas celle-là. Félix Fort. Alors, une question un peu plus orientée. En quelle année a été diffusé pour la première fois en France le dessin animé Pokémon? 93. Non. C'est les années 90, effectivement. Ah, c'est les années 90. Non, c'est les années 90. 98. Ça c'est sûr. Non. 95. 99. 99, Rémi. Bravo. 97 au Japon. Beaucoup plus que ça. Ouais, et donc, dernière question. Donc, on a 3 points pour Tom, Rémi, Nicolas, 1 point pour Benoît, 1 point pour Isolis. Donc, il peut y avoir une triple égalité, ou si l'un des 3 répond, le champion. En fait, aujourd'hui, l'anniversaire de la sortie en Angleterre de l'album des Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. C'était en quelle année? 74. Pas 74. 73. 73. Bravo. Bravo, donc c'est Nicolas, notre champion du jour, avec 24 points. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est Nicolas. C'est Benoît qui a gagné la dernière fois. Oui. C'était pas sur les connaissances. C'est vrai que C'était sur la clé. C'était quoi le thème? Je me souviens plus. Il y avait un thème, il n'y avait peut-être pas de thème. Non, il n'y avait pas de thème. Non, il n'y avait pas de thème. C'était. Non, il n'y avait pas de thème. C'était sportif. Ah si, c'était l'olympisme. C'était l'olympisme. Si, il y avait un thème olympisme. Bon, c'était normal. Complètement. Alors, c'est donc la fin de cette émission. On a quand même quelque chose qu'on attend impatiemment. J'attendais que tu l'oublies ce truc. J'espère vraiment que ça va être à la hauteur de nos attentes. Pas du tout. Donc, Rémi a préparé une petite conférence Non, j'ai pas sur l'hybridation. Prenez vos cahiers, il y en a pour une heure. Non, on a un petit peu parlé de l'hybridation dans le cadre de l'entrepreneuriat. On s'est dit qu'on garderait les 2 dernières minutes de l'émission pour cette thématique-là, qui est en fait quelque chose qui peut-être permet de favoriser un petit peu l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, c'est juste un raisonnement actuel où on a quand même des jeunes, en fait, des nouvelles générations qui ont une manière de faire en entreprise qui, on va dire, qui surprennent et qui déstabilisent les chefs d'entreprise aujourd'hui. Parce qu'on avait des générations X où les gens restaient dans l'entreprise pendant très longtemps et ne changeaient jamais. Une génération un peu Y comme toi et moi où on est un peu hybride, je dirais, là-dessus, sans vouloir reprendre le terme. Et les nouvelles générations, elles ont... Il y a quelqu'un un jour j'avais fait une conférence, il y a quelqu'un qui expliquait, voilà, tu as Decathlon, tu as un rayon à faire, tu as quelqu'un qui est génération X, tu vas dire, alors, écoute-moi bien, les ballons de basket, tu les mets en haut, de la gauche vers la droite, les ballons de foot, là, nickel. Le mec, il le prend, il le fait parfait. T'arrives avec une génération comme Y, un peu comme Yannick et moi, tu vas dire, bon, écoute, il y a des ballons, il y a ballon de basket, de foot, de rugby, plutôt en haut le ballon rond, plutôt en bas les ovales, tu vois, mais tu fais ce que tu veux. Et tu arrives sur une nouvelle génération, tu poses le bac, tu dis, écoute, débrouille-toi, fais comme tu as envie, fais-toi plaisir. Parce que si tu commences à donner des ordres à quelqu'un qui est d'une nouvelle génération,
il va le prendre comme un manque d'autonomie et comme un manque de confiance un peu. Donc les générations font évoluer les choses. Tout ça pour dire que dans les réflexions d'aujourd'hui, la création d'entreprises augmente énormément. Entre 2019, on était à 800 000 par an, on est passé en 2021 à 915 000. Donc on a quand même une croissance assez intéressante. Et pour autant, au bout de 3 ans, 75% des auto-entrepreneurs ferment. Sur les entreprises, c'est l'inverse, c'est 25% qui ferment, 75% qui continuent. Bref. Dans le mode d'aujourd'hui, les gens sont très volatiles. C'est-à-dire qu'ils aiment passer d'une entreprise à l'autre. En fait, ils viennent en partie pour l'argent, en partie pour le bien-être, en partie parce qu'ils ont une des valeurs à l'intérieur d'eux. Donc ils peuvent partir très vite. Alors qu'avant, il y avait une fidélité très importante au niveau du salarié. Donc aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise commencent à réfléchir sur un mode que moi j'appelle l'hybridation, qui est une réflexion intéressante, qui est de dire, en fait, j'ai le droit d'avoir un salarié en entreprise qui a plusieurs activités. J'ai le droit d'avoir un salarié en entreprise 4 jours par semaine, et 1 jour par semaine, il y a une activité qui lui est propre. Donc on commence à réfléchir et à se dire, aujourd'hui, je peux être salarié, mais pas que. Et c'est ce qui commence à intéresser et à plaire, je pense, un peu aujourd'hui aux jeunes. Et c'est, à mon sens, dans pas très longtemps, une nouvelle manière de, peut-être même de contractualiser avec quelqu'un, c'est de lui dire, ok, je te prends 4/5 de ton temps. Par contre, le dernier... une seule journée par semaine, par exemple, tu as ton compte, tu as ton activité, tu as ta liberté, en fait. Donc, on arrive peut-être, petit à petit, à faire un croisement ou avoir quelqu'un qui est dans 2 entreprises. 3 jours, il est entreprise A, 2 jours, il est entreprise B. Ça, on commence à le voir aussi. On n'est plus sous la forme d'avant où mon père, il est resté 40 ans dans la même entreprise, il a fait le même poste pendant 40 ans, il n'a pas bougé, il était fidèle au poste. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Il y a un jeune, tu lui dis, écoute, tu fais ça, il dit non, j'ai pas envie. Ah ouais, t'es pas d'accord? Non, mais en fait, vous embêtez pas, je m'en vais, direct. Même pas que tu me poses la question, je suis déjà parti. Il y a cette volatilité-là, donc pour les tenir et leur donner envie de venir et de rester, je pense qu'on commence à réfléchir à des nouveaux modes de fonctionnement où le CDI temps plein arrive à ses limites. D'où le système d'hybridation à réfléchir. Ok, merci. C'est vrai que c'est des vrais changements qu'on voit, même nous dans la fonction publique. Ça va encore un peu plus lent à se mettre en marche, mais ces dynamiques-là, on les perçoit aussi. Donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose, effectivement, qui aura une tendance à se développer. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ok, merci. On le suivra et puis on rappellera cette date qui a oui. La présentation de l'évaluation. C'était Tu as menti. Non, on est plus dans la dynamique de c'est ici qu'on l'a dit. Ah d'accord. C'est un premier. Bon, merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont regardés pour de votre participation à cette émission. Merci à tous les intervenants, merci à Rémi, notre invité, merci à Zachary et Pierre qui sont partis un peu plus tôt. Donc il est temps de nous laisser pour cette fin d'émission. Prochain programme de la Web TV, si je ne me trompe pas, c'est vendredi midi, c'est les vendredis de la recherche avec Patricia Giannoni qui sera notre invité. Et donc bonne journée à tous, bonne semaine et à très bientôt. Merci.